Ok, oui, c'est vrai. Des dernières participants. On avait une autre pièce comme ça. Ah, bah c'est qui ne marchait pas. Ah, et voilà, et Jean Blanchot qui nous a rejoint aussi. Je vais démarrer, ça y est. Donc, bonjour à toutes et tous aussi et bienvenue à cette nouvelle visioconférence de la série Les rendez-vous du sanitaire. Donc, il s'agit d'une série de rencontres visio autour de la thématique sanitaire, apicole, donc qui sont organisées par les trois partenaires donc du sanitaire en Occitanie, notamment la GTV. S'il vous plaît, si vous pouvez arrêter vos micros, merci. Donc, ces rencontres sont organisées par GTV, donc le groupement technique vétérinaire. Donc, normalement, nous avons Karine Saget avec nous, docteur vétérinaire et responsable de OMA Occitanie. Donc, aujourd'hui, elle a des rendez-vous au cabinet. Mais elle travaille avec nous donc, pour l'organisation de ces webinaires. Donc, avec FRGDS aussi Occitanie, aujourd'hui avec Irène Desmonts. Donc, voilà, avec nous, bonjour. Et donc, moi-même, Martha Bornati, donc chargée des missions sanitaires à l'ADA Occitanie, donc l'association qui s'occupe de l'accompagnement des apiculteurs professionnels en Occitanie. Donc, notamment, nous en sommes au dernier donc, des rendez-vous du sanitaire. C'est le dernier webinaire pour cette saison et ayant comme thème donc, les balances connectées. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir donc, comme intervenante ma collègue Sarah Ourani, donc, qui est chargée des missions sur la thématique changement climatique et aussi balance connectée et relations API-Agri. Et aussi, voilà, nous sommes heureux d'avoir aussi Hervé Parent, donc apiculteur professionnel dans le Gard, également administrateur donc, de l'ADA Occitanie et référent pour la thématique sanitaire. Donc, avant de leur laisser la parole, juste oui, quelques petites précisions. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez arrêter vos micros et aussi vos caméras, ça nous permettra d'avoir vraiment la meilleure qualité voilà, de connexion et réduire les problèmes. Et aussi pour toute question, alors je vous rappelle que vous avez un onglet dans conversation où vous pouvez noter toutes les questions tout le long du webinaire, tout le long des interventions. On y reviendra à la fin, d'accord? Pour toutes les réponses, il y a un temps de questions-réponses à la fin. Donc voilà, très bon webinaire et je laisse la parole à ma collègue Sarah. Vous m'entendez? Tout est bon? Très bien. Ok. Alors, bonjour à toutes et à tous. Comme a dit Martha, je m'appelle Sarah Orani et je suis chargée de mission changement climatique à l'ADA Occitanie. Et parmi mes différentes missions, je coordonne l'Observatoire châtaignier, qui est un dispositif qui s'appuie sur les balances connectées pour suivre l'évolution de la mielée de châtaignier. Et puis, on prend ces données des balances connectées pour les analyser afin d'identifier les facteurs qui influencent la mielée de châtaignier et mieux comprendre son évolution dans le contexte du changement climatique. Alors, en tant qu'apiculteur, la première question que vous pourriez vous poser est « c'est quoi les balances connectées et pourquoi je les utiliserai ?» En gros, l'intérêt des balances connectées, c'est avant tout d'avoir un outil précis qui permet de mieux gérer sa production tout en limitant les déplacements. Elles offrent aussi la possibilité d'être moins intrusifs dans les colonies, puisqu'on peut obtenir beaucoup d'informations sans ouvrir les ruches. C'est un moyen de mieux connaître et comprendre la dynamique globale de sa colonie au fil des saisons. Et grâce aux données, on peut mieux contrôler la pose des os, la gestion des réserves, la période de nourrissement. On peut également évaluer plus finement les quantités produites et surveiller la dynamique de la colonie, notamment pour repérer les essaimages, par exemple, ou d'éventuels problèmes sanitaires. Alors, concrètement, une balance connectée, c'est un dispositif assez simple dans sa structure, mais très ingénieux dans son fonctionnement. Elle se compose de, on peut dire, 4 éléments principaux. Il y a le support, ici, et c'est la partie sur laquelle on place la ruche. Le support, bien évidemment, doit être stable, bien horizontal, et capable de supporter plusieurs dizaines de kilos sans bouger. Une dizaine, voire centaines de kilos sans bouger. Selon les modèles, ce support peut
être en aluminium, en acier galvanisé ou même en inox. Et puis après, on a le boîtier de pesée qu'on voit ici là. Ce boîtier-là contient des capteurs et ce sont eux qui mesurent en continu les variations de poids de la ruche. Ces capteurs sont sensibles à genre quelques grammes près, ce qui permet de suivre à la fois les mielés, les pertes de poids nocturnes et même un essaimage. Et puis après, on a ici le boîtier de connexion. C'est lui qui récupère les données des capteurs et les envoie vers la plateforme en ligne. C'est un peu le cerveau du système. Il enregistre, il stocke temporairement, il transmet les informations. Et bien sûr, enfin, on a une antenne qui assure la communication avec le réseau, qui peut être un réseau Sigfox, un réseau GSM ou 4G selon le modèle. Et puis l'ensemble, il est alimenté par des piles ou des capteurs solaires et pour fonctionner de manière autonome sur plusieurs mois, voire toute la saison. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir un système qui est entièrement autonome, que l'on installe sur le rucher et qui va transmettre automatiquement des données vers une application ou une plateforme web. Et grâce à cela, un apiculteur, il peut consulter à distance le poids, la température, l'humidité, sans même avoir besoin de se déplacer ou d'ouvrir les ruches tous les jours. C'est donc à la fois un outil de suivi en temps réel, un gain de temps logistique et un moyen de mieux comprendre la dynamique de la colonie. Voilà. Maintenant qu'on a vu comment une balance est constituée, voyons les différents modèles disponibles sur le marché. Aujourd'hui, plusieurs marques proposent des systèmes de balance connectés, chacune avec des particularités techniques, ses réseaux de transmission et ses tarifs. Les 4 que je vais vous présenter aujourd'hui sont BigWard, Capaz, OptiBee et Connected Beekeeping ou CBK. Elles se distinguent par plusieurs critères. Le type de réseau utilisé, premièrement, le mode d'alimentation, le degré de simplicité de l'installation et bien sûr le prix d'achat et l'abonnement annuel. Certaines, on va voir après, certaines sont adaptées à l'apiculture sédentaire, d'autres à la transhumance, où là on va plutôt parler de robustesse et de mobilité. On verra ça dans le détail. Bon, on commence par BigWard. BigWard se situe dans une gamme de prix moyenne avec une installation relativement simple. L'utilisation de la balance est jugée très intuitive, mais l'application demande un petit temps de prise en main. En revanche, le système est bien adapté à la transhumance et il fonctionne sur le réseau GSM. Capaz, de son côté, est une balance un peu plus onéreuse, mais très simple à installer et à utiliser. En revanche, elle est moins adaptée à la transhumance, ce qui peut limiter l'usage pour les apiculteurs transhumants, évidemment. Et elle fonctionne sur le réseau 2G, qui n'est désormais plus opérationnel en France, mais il reste possible de remplacer le boîtier par un modèle 4G afin de prolonger la durée de vie du matériel. On passe à OptiBee. OptiBee propose un coût légèrement inférieur, avec une utilisation de la balance et de l'application jugée assez simple. En revanche, elle est moins pratique pour la transhumance, probablement en raison de son système basé sur le réseau Sigfox, qui peut être moins stable selon les zones. Et enfin, on parle de CBK ou Connected Beekeeping, qui est la solution la plus économique, mais son installation est un peu plus technique. Et une fois installée, la balance est simple d'usage et l'application est plutôt claire et elle fonctionne sur un réseau 4G. Pour aller un peu plus loin que la simple présentation technique, j'ai voulu voir ce que les apiculteurs en pensent vraiment sur le terrain. Et pour ça, je me suis appuyée sur les résultats d'une enquête menée par la Daora et qui a recueilli les retours d'expérience d'apiculteurs utilisant ces différents modèles de balance connectée. On peut commencer par BigWard. Chez les apiculteurs qui utilisent BigWard, plusieurs aspects ressortent.
Les points positifs, c'est que ils disent que ces balances sont légères et sans fil, ce qui facilite leur installation. Elles offrent des mesures en temps réel avec un suivi toutes les heures. Le service après-vente est jugé réactif. La maintenance reste simple, elle est effectuée juste une fois par an. Le système permet également l'archivage des données et le partage entre plusieurs utilisateurs, ce qui est pratique pour un suivi collectif. Et enfin, il y a un registre d'élevage intégré. Et du coup, ça facilite le travail en équipe. Par exemple, si on est plusieurs sur une exploitation, il y a une équipe qui peut aller sur le rucher, travailler, il note ça sur l'application, et l'autre personne, enfin, qui est restée à l'exploitation, ben, elle voit ce qu'ils notent, elle voit ce qu'ils font. Et du coup, là, direct, elle peut préparer les matériels, elle peut préparer la journée du lendemain pour rendre le travail un peu plus efficace. Des points à améliorer, par contre. Les apiculteurs relèvent un risque de glissement de la ruche qui peut exister si le sol n'est pas parfaitement plat. La configuration initiale peut sembler un peu complexe. On parle surtout de l'appli. Et une courte formation est souvent nécessaire. On dit ça parce que c'est une appli qui est vraiment... Enfin, c'est un journal, en fait. Chez Optibi, c'est pas simplement un suivi de données ou un suivi de prise de poids. On peut y intégrer toutes nos pratiques, tout ce qu'on fait. Et puis finalement, ils disent que le capteur de température interne est jugé moins précis, même si le capteur externe fonctionne très bien. On passe à Capaz. Bah, chez les utilisateurs de Capaz, les retours sont globalement positifs. Ils disent que les balances sont faciles à installer et leur fiabilité ainsi que leur longévité sont souvent soulignées. Le service après-vente est compétent, il est disponible. Les capteurs offrent des mesures fiables, notamment sur la température extérieure et l'humidité relative. Il est aussi possible d'ajouter un pluviomètre ou une sonde de température interne, ce qui va enrichir de plus en plus le suivi. La plateforme est simple d'utilisation, les données de poids accessibles rapidement et le partage entre utilisateurs facilite le travail collectif. Par contre, il y a des points à améliorer. Les balances sont jugées assez lourdes, comme on le disait, elles ne sont pas adaptées à la transhumance. Et leur coût d'achat ainsi que l'abonnement annuel par ruche représentent un investissement important. Certains regrettent un manque d'évolution de la plateforme et le fait que les données s'envoient de nuit, ce qui rend l'anticipation un peu plus difficile. Et de plus, comme on l'a déjà dit, les modèles fonctionnent sur réseau 2G qui envoie d'obsolescence. Du coup, cela signifie que pour les balances déjà achetées, il faudra payer pour faire changer le boîtier afin d'assurer la continuité du service. Et sans cette mise à jour, la balance devient inutilisable. On passe à Optibi. Chez les apiculteurs équipés d'Optibi, plusieurs points reviennent régulièrement. On dit souvent que les balances sont faciles à mettre en place, prêtes à l'emploi, pour une installation très rapide sur le terrain. Elles sont faciles à transporter et les modules sont adaptables selon les besoins. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une balance Optibi, j'ai changé mon rucher, je trouve que ça capte pas. Je peux direct appeler le fournisseur, je lui dis ça, il m'envoie une antenne par exemple qui capte un peu plus que d'autres. On peut s'adapter à nos besoins. Il est là à l'écoute. Et du coup, d'où le prochain point, le SAV est reconnu comme réactif et à l'écoute. Leurs capteurs sont performants, ils mesurent la température, l'humidité et la pluviométrie. Les mesures sont fréquentes, à peu près environ toutes les 12 minutes. Et leur interface propose des prévisions météo jusqu'à 7 jours. La plateforme est claire, elle est lisible, il y a une visualisation même cartographique des ruchers. Et par contre, il y a des points à améliorer. Les balances utilisent des piles spéciales et un peu coûteuses. Il n'y a pas de partage de données entre utilisateurs, il n'y a pas d'historique d'emplacement. Et du coup, ça limite la collaboration entre utilisateurs et la traçabilité.
Et finalement, on passe à Connected Beekeeping ou CBK. Les apiculteurs et apicultrices utilisant Connected Beekeeping partagent un retour globalement positif, mais avec quelques nuances, bien sûr. Déjà, ils disent que le rapport qualité-prix est très bon, l'interface est simple d'utilisation et certaines données peuvent être échangées via la plateforme MétéoMiel. La vue comparative des moyennes de poids facilite l'analyse entre ruchers. Il y a vraiment beaucoup de capteurs, température, couvain, humidité, pression atmosphérique, et on a un seul transmetteur qui peut gérer jusqu'à 24 ruches, ce qui peut être utile à réduire les coûts. On va voir ça dans les slides qui suivent. La marque propose plusieurs modèles de balance, adaptés aussi bien à une activité transhumante qu'à une activité sédentaire, et une large gamme de prix permettant de choisir selon les besoins et les budgets. Et pour les points à améliorer, les balances sont parfois jugées un peu fragiles, mais il faut bien préciser que c'est un type de balance proposé qui est jugé comme fragile, et c'est, je pense, la CBK Easy. Et ils disent que ça nécessite un support solide à l'installation. D'autres disent que la présence de câbles entre certains modèles de balance demande de la vigilance, notamment lors de la transhumance. D'autres font remonter que la fiabilité des mesures est moyenne. On est sur une marge d'erreur de plus ou moins 200 grammes. Et enfin, il n'y a pas de fonction d'extraction directe des données, ce qui limite les analyses avancées. Alors, pour ce qui est de la comparaison des coûts d'achat et d'abonnement des balances, voici ce qu'il faut retenir. Chez Bigward, si vous allez sur leur site, vous allez voir que, par exemple, vous pouvez acheter une balance avec une station météo, ou une balance avec un boîtier GPS, ou les trois ensemble, ou une balance XXL. Il y a plusieurs options, mais moi, je préférais vous chiffrer chacun tout seul pour avoir une idée un peu plus claire. Mais on peut dire que Bigward se situe dans une gamme de prix moyenne à haute. C'est autour de 720 € hors taxe, selon le modèle choisi. Là, si on prend une balance normale avec un boîtier GPS anti-vol, une station météo, pour les trois, on peut payer 720 €. Et à cela s'ajoute un abonnement annuel d'environ 36 € par ruche pour le suivi et la transmission des données. Capaz, quant à elle, je vous donne des infos qu'on a depuis des années, mais c'est une solution, on sait, qui est un peu plus coûteuse. On est plutôt autour de 800 € hors taxe à l'achat, avec également un abonnement annuel par ruche, mais je ne l'ai pas indiqué dans le diapo à cause vraiment du modèle qui fonctionne sur réseau 2G. Il faudra appeler le fournisseur et se mettre d'accord avec lui parce que ça peut changer. J'ai pas de nouvelles informations. OptiBee se positionne dans une gamme de prix plus accessible. On est autour de 500 à 600 € hors taxe à l'achat. Elle fonctionne avec un abonnement annuel à partir de 24 € hors taxe par balance. Et là, on passe à Connected Beekeeping. On a 3 modèles. Le modèle CBK Easy, qui est sans abonnement, démarre autour de 350 € hors taxe, tandis que la CBK Eco, idéale pour un rucher sédentaire d'environ 300 ruches, se situe dans une fourchette de 200 à 500 €. Et ici, ça dépend par exemple de combien de poids la balance peut tenir. Si c'est 200 kg max ou 400 kg max, c'est là qu'il va faire monter le prix. Et enfin, on a la CBK Palette, qui est conçue pour les exploitations transhumantes.
Elle peut atteindre jusqu'à 1 000 € hors taxe selon la configuration choisie et le nombre de ruches connectées. Et puis, on a l'abonnement au réseau qui est d'environ 36 € par an et par transmetteur, mais plusieurs ruches peuvent y être reliées, ce qui réduit le coût par ruche. Et du coup, maintenant, on a fait le tour des différents modèles de balance et de leurs caractéristiques. On va pouvoir voir concrètement à quoi elles servent. Ces outils ne sont pas seulement des instruments de mesure. Ils permettent vraiment de suivre en temps réel l'activité des colonies et de mieux comprendre les dynamiques de mielés. Et pour illustrer cela, je vous ai sorti ce graphe-là. Je vous montre une journée typique de mielé avec la variation du poids au fil des heures. Par exemple, on voit ici, pendant la nuit, les courbes montrent une perte de... Je suis désolée, mais vous pouvez vous muter. Oui, pendant la nuit, les courbes montrent une perte de 0,1 ou 1 kg, 0,5 à 1 kg, qui est liée à sûrement la consommation des réserves par les abeilles, à l'évaporation de l'eau continue dans le nectar stocké la veille. C'est un comportement qui est typique de la phase nocturne, surtout en mielée active. Et là, il est très clairement représenté sur cette courbe. De 6 h à 10 h du matin, là, le poids chute fortement. Et cette phase correspond à la sortie massive des butineuses, premièrement. Et puis, on voit souvent un pic vers 9 h et 10 h. Et après cela, toutes les butineuses sont dehors. Elles butinent. De 10 h à 17 h, on a une remontée lente et régulière. Et du coup, à partir de la fin de la matinée, les courbes remontent progressivement. Là, les butineuses ramènent du nectar, la colonie regagne du poids, et on peut même remarquer un petit écart entre ruches. Par exemple, si on voit la courbe mauve et la courbe un peu grise, là, on voit clairement même la différence de dynamique. Ici, on a une ruche qui est beaucoup plus populeuse, par exemple. Et puis, entre 17 h et 22 h, là, on voit une forte remontée. Là, c'est la phase de mielée principale qui se manifeste clairement. Et le poids augmente de 2,5 à 3 kg sur cette période. C'est un signe d'un flux nectarifère abondant, typique des floraisons de châtaigniers sous conditions chaudes et humides. Et puis, entre 22 h et minuit, là, on est en fin de journée, les courbes se stabilisent légèrement ou voire baissent un peu, comme on a vu ici. Et cela traduit la fin de la journée, l'arrêt des butinages, toutes les abeilles sont dans la ruche. Et là, on recommence l'évaporation nocturne du nectar rentré. Alors, si on veut aller plus loin, on peut également croiser ces données-là, issues des balances, avec d'autres paramètres enregistrés, comme la température. Par exemple, sur cette journée, j'ai remarqué sur mon graphe, ici, qu'il y a un petit moment de stagnation du poids. Mais en regardant la courbe de température du rucher, on remarque qu'en effet, à 17 h, ça correspond au pic de chaleur de la journée. Et du coup, moi là, j'ai pas à stresser. Les abeilles ont tout simplement fait une pause dans leur activité, un peu comme si elles prenaient un apéro collectif avant de reprendre en force plus tard. Et si là, sur ce graphe, je vous montre une mielée entière, c'est aussi une mielée de châtaignier. Pour analyser, par exemple, ici, on regarde du 17 au 21 juin, il y a un début timide de la mielée. On a une prise de poids de 500 grammes par jour. Et puis, du 21 au 24 juin, une première pluie vient stopper la mielée, la pluie là qu'on voit en vert. Et on voit sur le graphique que même si la pluie ne dure qu'une journée, la mielée ne repart pas avant 4 jours.
Et puis, du 24 au 29 juin, là, c'est le pic de la mielée. Ça dure pendant 5 jours. La ruche étudiée ici, franchement, elle a une prise de poids journalière autour de 2,5 kg. C'est vraiment un pic. Et au vu du gain du poids journalier, on aurait pu s'attendre en effet à ce que l'apiculteur dépasse les 15 kg de rendement. Mais puis, un deuxième épisode pluvieux arrive et du 29 au 4 juillet, les ruches perdent même du poids, ici. Les abeilles consomment plus qu'elles ramènent et on remarque dans cette période de non-mielée que cette période de non-mielée après la pluie est plus longue que la première. La température, là, est peu élevée, les fleurs sèchent et la mielée ne reprend pas. Du 5 juillet au 12 juillet, la mielée reprend. Malgré une grosse pluie, la prise de poids ne semble pas trop impactée et il est donc intéressant de noter que c'est pas seulement la pluie qui stoppe la mielée, mais également les températures qui ici sont plus favorables et en plus il y a du soleil. Cette deuxième partie de mielée a assuré finalement des rendements aux alentours de 1,5 kg par jour. Et puis, on voit que, passé le 12 juillet, la mielée se termine et les os peuvent être récoltés à partir du 14. Et enfin, ici, je vous ai juste mis ce graphique pour le petit détail que je trouve très sympa. Mais on distingue très nettement le moment où cette apicultrice a posé ses os. Ploup. Ce qui illustre bien la finesse d'observation que permettent ces outils. Et là, je vous ai remis un résumé des petits coups de cœur pour vous aider à choisir une balance si vous optez pour une des 4 marques suivantes. Et puis, je voulais juste conclure sur le point que l'objectif de cette présentation, c'est pas du tout de vous montrer la balance. La balance parfaite n'existe pas. On choisit une balance, enfin, le choix dépend avant tout d'un équilibre entre le coût, les fonctionnalités proposées et les besoins réels, nos besoins réels. Et du coup, maintenant, je vais laisser la parole à Hervé Parrain, qui est un apiculteur professionnel, qui va, lui, vous partager son retour d'expérience concret sur l'utilisation des balances connectées et qui pourra peut-être vous expliquer ses choix. Hervé, je te laisse partager ton écran. Ok. Donc, merci Sarah. Bonjour à toutes et à tous. Ce qu'on peut dire, c'est que les balances connectées ont révolutionné un petit peu notre pratique de l'apiculture. Hein. Les premières Capaz remontent à quand même pas loin de 20 ans, je pense. Et c'est vrai qu'avant, il y avait beaucoup d'incertitudes sur les récoltes. Il fallait se déplacer sur le rucher pour voir s'il fallait doubler ou pas. On arrivait des fois, c'était pas le cas, donc on avait perdu du temps, etc. Donc ça a vraiment révolutionné notre façon de travailler. En saison, aujourd'hui, on regarde 2 choses en permanence, la météo et les balances. Et c'est assez addictif. C'est un peu le défaut de ces balances, c'est-à-dire qu'en fait, on est en fait sans arrêt connecté aux résultats pour voir dans nos différents ruchers comment ça se passe, quoi. Alors dans la pratique, il s'agit pas de mettre plein de balances sur toutes les ruches. En général, on met une balance par rucher sur une ruche qui est, si possible, représentative du rucher. En général, les apiculteurs, apicultrices choisissent plutôt une ruche forte, parce que c'est ça qui va nous indiquer quand il va falloir aller doubler les hausses ou pas, quoi. Donc une balance par rucher, il faut choisir bien effectivement la ruche. Ce qu'on a fait à la DA Occitanie, c'est qu'on a aussi
Par exemple, le fabricant OptiBee nous a connecté ensemble des apiculteurs volontaires, si bien qu'on peut observer les rentrées de nectar chez nos collègues qui sont bénévoles pour cette chose-là. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Il y a certaines marques de balance qui le permettent, d'autres pas. Donc OptiBee, c'est vraiment quelque chose que fait à façon le fournisseur pour les apiculteurs. Ça peut être par exemple un groupe d'apiculteurs amis, ça peut être un rucher école avec plusieurs balances, tout ça, ça peut être connecté ensemble. Ce qu'il faut voir, c'est que toutes les balances n'exportent pas les données de la même manière. Par exemple, moi, je possède deux types de balances, des Capaz et des OptiBee. Les Capaz n'exportent les données qu'une fois par jour. Donc, on est devant notre téléphone portable à 9h15, enfin 21h15 le soir, pour choper les données de nos balances Capaz. Alors que, par exemple, OptiBee, que j'utilise aussi, c'est les données en permanence. Donc, voilà, c'est une autre façon de suivre les ruches. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chacun des modèles, il y a un temps d'adaptation, la présentation n'est pas la même. Donc il faut apprendre à s'en servir. C'est pas forcément toujours très intuitif parce que des fois il faut rentrer un petit peu dans des choses un peu pas évidentes pour découvrir un petit peu toutes les possibilités qu'offrent les balances. J'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure sur le chat qui demandait où étaient stockées les données. Les données en fait sont stockées sur un serveur qui est la propriété du fournisseur des balances, quoi. Et donc ces serveurs, des fois ils ont des petites pannes, ça arrive. Ça c'est arrivé plusieurs fois cette année avec Capaz et avec OptiBee. Donc on a des fois des trous dans nos résultats qui correspondent à des pannes de serveurs. Donc ça c'est un peu l'inconvénient. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu comment est-ce qu'on s'en sert et qu'est-ce qu'on en tire. Enfin, bon, Sarah a déjà un petit peu détaillé les choses, mais on va voir un petit peu concrètement qu'est-ce que ça donne sur une pratique professionnelle. Donc là, je suis en train de vous partager mon écran, c'est un peu lent. Voilà, et là, je vais me mettre en mode affichage, je me mets en mode diaporama. Voilà. Donc ça va arriver, vous inquiétez pas, voilà. Donc en fait, on fait ce qu'on veut avec une balance. Par exemple, OptiBee de base est calibré sur 7 jours, c'est-à-dire en fait, quand on regarde la courbe, elle nous indique la courbe sur 7 jours, mais on peut lui demander parfaitement une autre durée. Et là, ce que je vous montre, c'est la durée d'une saison, la saison 2025, avec l'ensemble des mielés. J'ai trouvé que cette courbe était assez intéressante parce qu'on voit à la fois Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur OptiBee et sur la plupart des balances qui ne sont pas équipées de vraies stations météo, là, ce sont des prévisions, c'est-à-dire ce sont des données supposées de pluviométrie. C'est-à-dire ça correspond aux prévisions météo, ce n'est pas des données réelles. Donc là, en bas, vous voyez l'eau qu'il est normalement tombée sur les ruchers. Ici, vous avez les courbes de température en bleu qui indiquent le niveau de température au niveau du rucher. Il faut savoir que les capteurs, ils sont pas d'une justesse énorme. On a beaucoup de différences de température selon que la ruche, selon que la balance attrape les rayons du soleil direct ou pas. Par exemple, Capaz a un boîtier qui est relativement foncé, marron foncé, et quand le soleil tape dessus, les données sont un petit peu faussées. Et quand on compare avec les stations météo, ce qu'on a fait cette année sur l'observatoire Châtaignier, on a des fois une différence de quelques degrés quand même. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette courbe? Donc la saison complète, là on part du 10 mars, donc là on a ce sont des ruchettes, des essaims de l'année 2024. Ici on a l'enruchage, donc le passage de la ruchette en ruche. Et ici on a, je pense que ça c'est la pose d'une hausse, il me semble, ça me semble un peu lourd, mais ça doit correspondre à ça. Et puis ici on a les premières mielées. Donc ici vous avez la mielée de bruyère blanche, la mielée d'acacia, la mielée, c'est comme du garrigue, mais en fait c'est fait sur un causse. Ici la mielée de châtaignier, une longue période pendant laquelle il n'y a pas d'activité. Ça c'est des ruches qui ont été
déplacé en Camargue, simplement pour être dans une zone un petit peu plus humide que nos zones de montagne, et surtout avec un apport de pollen un petit peu continu, ce qui maintient la dynamique des ruches. Et ici, on a la mielée. Alors ça fait quelques années, enfin ça fait 2 ans qu'on a cette mielée parce qu'il pleut. Et ça correspond à une mielée de lierre arbousier. Avec, j'ai mon écran qui est un peu caché par la fenêtre, donc avec avec la fin de saison et le début d'hivernage. Chaque trait, ici, ces traits verticaux correspondent à une transhumance. Ça, c'est une transhumance, c'est-à-dire c'est un moment où on finalement retire la ruche de la balance, et du coup, la balance retombe à 0. Donc ça, c'est une transhumance, une transhumance, une transhumance, une transhumance, etc. Voilà, donc ça représente un peu la saison. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la balance, je vous passe la diapo suivante, c'est pas utile simplement pour... pourquoi il vient pas ? J'ai un problème avec la diapo. Voilà. Ça représente l'hivernage, donc c'est aussi utile pour observer qu'est-ce qui se passe pendant l'hiver. Ça permet de contrôler les provisions, ça permet de contrôler la dynamique des ruches, etc. Donc là, on a la fin de la mielée de 2024, donc ça c'est des ruchettes. Hein. Donc on avait posé des haussettes sur des ruchettes, donc récolte arbousier-lierre, hivernage en zone de garrigue. Ici, on a transhumé en zone de montagne pour avoir un arrêt de compte, donc pouvoir avoir des traitements plus efficaces au niveau du varroa. Donc transhumance en zone de montagne, on voit que ça correspond à une baisse de température parce qu'on est un peu plus en altitude. Il y a une prise de poids parce que là, on s'est amusé à mettre 2 ruchettes sur une balance pour avoir une espèce de moyenne entre deux ruchettes. Et le 10 février, eh bien, on a un retour en zone de garrigue, une fois qu'on a eu fait les traitements d'hiver. Et là, on repart avec une ruchette par balance. Donc là, on va suivre un rucher tout au long de l'année, qui est le rucher qui a servi sur l'expérimentation l'Observatoire Châtaignier, et on va le suivre tout au long de l'année. Donc là, on est en hiver, et là, on est à peu près... la diapo est couverte par les... Bon, c'est pas grave. Je vois pas la fin de la courbe parce qu'il y a des participants, une fenêtre de participants. Voilà, donc je passe à la dia suivante. Mon ordinateur est un peu lent. Voilà, donc ça c'est la première mielée de l'année. Donc on voit qu'on quitte le rucher d'hivernage en garrigue le 3 avril, et puis on arrive donc sur la zone de bruyère blanche. Voilà, avec donc des ruchettes qui ont été mises en ruche, c'est-à-dire en fait c'est quand même pas des grosses populations encore, hein, c'est que la mise en ruche a eu lieu quelques semaines plus tôt, donc on n'est pas encore sur une super grosse ruche très très populeuse. Moi, quand je transvase les ruchettes 6 cadres, je les mets sur 8 cadres, c'est-à-dire qu'en fait là c'est une ruche avec 2 partitions, et donc on est sur 8 cadres. Donc, qu'est-ce qu'on voit là sur cette dia-là, c'est qu'en fait, on a une mielée qui était plutôt bien partie. Vous voyez, les premiers jours, il n'y a pas de mielée, on arrivait un petit peu en avance. Ça correspond à la zone autour du 5 avril. Et puis, la mielée part avec des températures qui sont relativement satisfaisantes pour l'époque et pour cette mielée-là.
Mais on voit que la mielée, au bout de, en gros, 7 jours à peu près, est interrompue par un épisode pluvieux qui correspond avec une baisse des températures. Et donc là, on voit que finalement, la mielée ne durera que 7 jours parce que voilà, on a eu cet épisode de baisse de température et de pluie qui a complètement coupé la mielée. C'est pas le cas tout le temps. Des fois, il peut pleuvoir sur la bruyère blanche et la mielée repart. Cette année, ça n'a pas été le cas. Donc, on a une mielée extrêmement courte, mais bon, quand même, qui a permis de rentrer une petite dizaine de kilos de miel. Voilà. Quand je dis kilos de miel, il faut bien, ça n'a pas été précisé, mais en fait, quand on regarde les courbes, on ne rentre pas du miel, on rentre du nectar. Et ça fait quand même de grosses différences. Et ce n'est que en poids cumulé que, au final, après évaporation et par exemple dans cette partie-là, là il y a une baisse de poids qui correspond effectivement peut-être à une consommation de miel, mais également à une évaporation totale du nectar des ruches, quoi. Et la récolte, enfin le potentiel se mesure là et se mesure pas au niveau des apports de nectar. On peut avoir des apports de nectar très importants. Sur châtaignier, les plus forts, c'est autour de 4 kilos, mais sur acacia, en Isère notamment, des collègues m'ont rapporté des prises de nectar de 8 kilos au jour. Donc 8 kilos au jour, ça veut dire que quasiment la hausse, elle est faite presque en 2 jours, quoi. Et là, c'est des nectars. C'est-à-dire que là, il va y avoir effectivement des évaporations qui vont être énormes, hein. Sur une rentrée de 8 kilos de nectar, forcément, ça va évaporer énormément et on va peut-être avoir une baisse de poids pendant la nuit de l'ordre de 2 kilos, quelque chose comme ça, quoi. Donc il y a un travail du coup des abeilles qui est vraiment très très important. Donc là, sur la bruyère blanche, on n'a pas doublé, on a simplement travaillé avec une hausse, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, on arrive à faire du 7,5. Donc cette année, petite année de bruyère blanche, en tout cas dans ma zone. J'habite dans les Cévennes, hein. Alors, donc la garrigue, pour moi, c'est la zone d'Uzès, nord de Nîmes. Et là, on est déjà en basse Cévennes, autour des ruchers qui sont à peu près à 600 mètres d'altitude. J'ai sauté une étape. Il manque une dia, c'est marrant. Bon, c'est pas très grave. Normalement, il y avait une dia sur l'acacia, donc il y avait une mielée intermédiaire qui correspondait à la mielée d'acacia. Donc pareil, mielée d'acacia, pas énorme dans ma zone, mais en même temps un peu exceptionnel parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de mielée d'acacia en Cévennes. Et pareil, donc, bon, pour les Cévennes, il ne faut pas s'attendre à des grands rendements, hein. On n'est pas en Isère ni dans le Nord-Drôme. On n'a pas des rendements énormes à la ruche, mais bon, voilà, encore une mêlée qui nous a permis de faire mettons entre 8 et 10 kilos d'acacia sur la zone. Là, on transhume, on est au mois de mai. Donc là, on monte sur le Causses. En l'occurrence, là, c'est le Causses du Larzac. Donc là, les températures, c'est un peu risqué de monter à cette époque-là parce que les températures peuvent être encore basses. Et donc, bon, c'est les rendements, enfin les rentrées de nectar sont liées quand même à la fois aux conditions hygrométriques, notamment dans le sol, et dans les conditions de température. Donc là, on voit une jolie courbe, pareil, qui dure encore une semaine en gros. Il me semble 24 mai, 1er juin, ouais, en gros, c'est à peu près ça. Avec des apports journaliers qui sont relativement intéressants, hein. C'est cette partie-là de la courbe. On monte doublé parce qu'on se dit, voilà, on a une rentrée de l'ordre de 10 kg de nectar. Donc, en général, nous, on double à 10 kg, hein. C'est-à-dire, en fait, on anticipe, la hausse n'est pas pleine. Mais bon, une hausse à 10 kg de nectar donne l'impression d'être déjà, tous les cadres sont occupés par du nectar. Ça donne déjà une impression de une hausse relativement remplie. Et on va doubler. Et là,
pas de chance, pluie 1er juin au 3 juin, et puis ça s'accompagne d'une baisse de température dans cette période-là. Et donc là, effectivement, encore une fois, là on voit un arrêt de mielés assez brutal. Alors on n'est pas en chute, c'est-à-dire que les ruches vont se maintenir jusqu'au 13 juin, la date de la récolte. Ça, c'est la récolte. Mais globalement, la mielée est terminée. Donc en fait, là, on est sur la 3e mielée, donc bruyère blanche, acacia et causse, des mielées qui ont été courtes de l'ordre d'une semaine, alors que la mielée de causse peut durer facilement une vingtaine de jours, quoi. Et ça a été à chaque fois écourté par des épisodes pluvieux qui correspondent à des baisses de température. Voilà, donc ça c'est bon. Et là même on avait doublé, on aurait peut-être pu regarder la météo d'un peu plus près en se disant on va peut-être pas doubler parce que la météo derrière est pas terrible. On l'a fait quand même, et puis ça s'est avéré, on l'a fait pour rien finalement, puisque juste après la hausse on a gagné ça là, c'est-à-dire en fait peut-être 1 ou 2 kilos, quoi, mais voilà, ça a été terminé après. Voilà, donc là on est sur la mielée de causse. On va passer. Alors là, c'est une diapo qui est issue de l'observatoire châtaignier. Donc pour l'observatoire châtaignier, là, on met un peu les grands moyens et on n'a plus une balance par rucher, mais on en a 5. Donc on choisit un peu des ruches qui sont relativement bien, en bon état, mais quand même représentatives du rucher. C'est-à-dire on choisit pas forcément que les meilleures. On va choisir un petit peu dans un panel moyen à haut du rucher. Et donc là, on a en parallèle une courbe de mielés de châtaignier relativement homogène, mais avec une grosse disparité entre les ruches, ce qui est normal. Ça veut dire qu'en fait, les ruches sont pas complètement homogènes. Et là, on a la chance cette année, en tout cas sur le châtaignier, on a bénéficié d'une météo très clémente pendant toute la période de la mielée qui a été très longue. Là, on est sur une vingtaine de jours de mielée, ce qui n'est pas toujours le cas du châtaignier. Quelquefois, on a des mielées beaucoup plus courtes, de l'ordre d'une semaine. Et là, on voit qu'on a doublé assez tôt, parce qu'il y avait des rentrées de nectar. Donc là, ça correspond à une visite. Je crois que c'est la visite d'ailleurs du Coléval, enfin de la mesure du couvain qui a été faite par l'ADA Occitanie sur le rucher. Et j'étais avec eux et j'ai posé les hausses juste derrière. Donc on avait déjà rentré 7-8 kg de nectar ici. Je sais pas pourquoi la courbe n'est pas partie vraiment enfin, on avait déjà 7-8 kg de nectar là. Et là, on voit la 3e hausse sur certaines ruches. Donc celle-là, la courbe verte, elle n'a pas eu de 3e hausse. Mais les autres ruches ont eu une 3e hausse. Et après, on voit que la mielée, elle a continué, mais un petit peu moins fort, et puis pour finalement se terminer autour du 8 juillet. Alors, je vais vous montrer en parallèle, parce que là, on n'a pas les données, je ne sais pas pourquoi, les données de pluviométrie et de température. Donc, cette donnée-là, en fait, ça représente la même, mais sur une ruche un peu moins forte, qui n'était pas issue de l'observatoire châtaignier, mais qui était dans le même rucher. Donc, en fait, il y avait 6 balances sur le rucher. Et là, on comprend un petit peu mieux ce qui se passe au niveau des températures. En fait, on s'aperçoit que ça c'est instructif, ça permet en fait de corréler. C'est aussi un excellent outil pour apprendre à le mieler, c'est-à-dire qu'on peut apprendre à corréler les prises de poids avec les conditions climatiques, c'est-à-dire notamment les températures. Et par exemple, une légende court sur le châtaignier, comme quoi à partir de 30 degrés, la mielée s'arrête, etc. Et c'est beaucoup trop pour produire du nectar sur les fleurs au-delà de 30 degrés. On s'aperçoit qu'en fait, et ça, l'observatoire de Châtaignier va le montrer, que là, on est en période de canicule, c'est la première canicule de l'été. En pleine, là, on est à 1100 mètres au-dessus du châtaignier. Les abeilles vont prendre le châtaignier plus bas dans la vallée, donc entre 1000 mètres et 600 mètres. Et on s'aperçoit que là, donc même à 1100 mètres, on a des températures qui dépassent les 30 degrés. Et ça pénalise absolument pas la mielée. Et je dirais même au contraire, c'est dans cette période-là que la courbe est la plus, la plus pentue. C'est-à-dire que ça correspond à une prise de nectar importante. Donc
l'observation des balances permet un petit peu de mettre à mal des a priori, notamment sur les prises de poids, les températures, l'hygrométrie, etc. Voilà, donc c'est des observations qui sont très très intéressantes, quoi. Et ça apprend justement à connaître vraiment les miels. Par exemple, pourquoi. Alors, ce qui nous manque sur ces balances-là, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important en apiculture, c'est la donnée vent. Donc, il faudrait absolument pouvoir équiper ces balances non seulement de stations météo performantes, mais également d'anémomètres qui permettraient de mesurer la vitesse et la direction du vent. Parce qu'on a dans certains secteurs des mielées qui s'arrêtent complètement quand il y a du vent du sud, qui sont très bonnes avec un petit mistral, qui s'arrêtent en cas de gros mistral. Enfin, tout ça, c'est des données que là, on peut pas avoir, et qui sont pourtant qui seraient vraiment intéressantes pour affiner la compréhension des mielées. Et notamment sur l'acacia, c'est une fleur extrêmement sensible et très sensible au vent, et corréler toutes ces données, notamment l'humidité, la température et la direction et la puissance du vent, ça serait vraiment extrêmement intéressant et instructif. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui manque, et il n'y a pas beaucoup de fabricants aujourd'hui qui proposent, je crois même pas. Je sais même pas si Bigward le propose. Il y a une station météo, mais je crois pas qu'il y ait de module vent dessus. Voilà. Et puis donc en dernier, cette mielée qu'on a depuis 2 ans, qui est très bien pour la mise en hivernage, qui nous pose des problèmes dans les hausses, parce que le miel de lierre, vous le savez peut-être, mais c'est un miel qui cristallise dans la hausse et qui est très dur à extraire. Cette année encore, je me suis fait avoir, c'est-à-dire qu'on a récolté ici autour du 15 octobre, et on n'a pas pu extraire le miel parce qu'il était déjà cristallisé dans la hausse. Problème. Par contre, les ruches là sont en excellente conditions de préparation à l'hivernage, et on a des poids de ruches qui sont extrêmement intéressants pour aborder l'hiver, avec des populations qui sont également largement suffisantes, avec des jeunes abeilles en pleine santé. Ce qu'on voit à chaque fois là, c'est ces petits à-coups là, ça correspond aux visites de ruches. Hein, c'est qu'on retire la hausse, on fait une visite, donc ça correspond aux visites. Et ce petite visite-là correspond au moment où on a changé les rennes sur nos ruchers. On a changé la totalité des rennes le 6 octobre. Voilà, ça correspond à cette petite phase. Voilà, on a fini la saison là. Et je pense qu'on va pouvoir, si vous le voulez, passer aux questions. Oui, merci Hervé pour toutes ces informations. Avec Martha, on va en effet voir les questions. Il y a quelques questions quand même, dont une sur laquelle vous avez répondu. Il y avait une question donc par rapport, c'était plus une remarque par rapport à OptiBee et problème de capteur de température qui donne des mesures aberrantes trop élevées. Alors la question c'était peut-être ça a changé. Est-ce qu'il y a une amélioration de ce côté-là? C'est le cas un peu toutes les balances. Hein. Capaz, c'est pareil. On a souvent des températures qui sont surestimées. Probablement pour des ruches qui sont exposées directement aux rayons du soleil, enfin en tout cas dont le module balance est exposé aux rayons du soleil. Et ça, c'est difficile. Normalement, les données météo, c'est sous abri, mais en principe, il ne faudrait pas qu'il y ait de soleil qui tape trop sur le module de température. Et je pense que c'est le cas d'OptiBee. Bon, c'est pas énorme. Hein. Je crois que Sarah, tu l'as vérifié avec l'expérimentation du châtaignier. On n'est pas non plus sur des hérésies, quoi. C'est de l'ordre de 2 degrés, je crois, c'est ça? 1 ou 2 degrés. Ouais. Donc ça donne quand même une indication fiable, qui n'est pas scientifiquement juste, mais qui est quand même une donnée. Ça donne une idée. Ça donne une idée. Je veux dire au passage d'ailleurs, parce que je sais qu'il y en a certains qui utilisent les balances en réseau, etc. S'ils souhaitent prendre la parole, ils peuvent lever la main.
Et en dehors des questions, on prendra des témoignages d'expérience avec certaines balances et des résultats en réseau aussi, ça peut être intéressant. Donc les tarifs, j'ai vu qu'il y avait eu pas mal d'informations sur les tarifs. Peut-être préciser le prix des capteurs, hein. En fait, qu'est-ce qui est de la balance et qu'est-ce qui est du capteur en termes de tarifs? On parle. C'est chez Bigward que c'est séparé. Mais capteur. Enfin, j'ai pas compris trop la question. Le capteur, pardon, un capteur de température interne et d'hygrométrie interne. Je sais que chez Honnet Instruments, par exemple, il doit être à 59 euros. Le petit capteur est à 59 euros TTC, par exemple. Ok. Je vois que Nicolas lève la main, il a peut-être la réponse. Ça dépend un peu des marques, etc. Mais du coup, au niveau instrument, on n'en a pas parlé. Pardon, Nicolas Davin, de la DA Occitanie. Je remplace Amandine Sabeni qui gère les balances côté LAT. Côté capteur, ça dépend vraiment des marques. On n'a pas parlé de Oni Instruments. En effet, c'est une marque qui est assez utilisée en France. Mais ce qu'on peut dire, par exemple, pour Bigward, le module GPS qui permet de communiquer avec le... Donc, quand on dit GSM, c'est 2G, 4G, c'est l'Internet de nos téléphones. Du coup, c'est ce module-là qui prend la température. Et ce module-là, il est nécessaire à la communication. Du coup, c'est lui qui va donner la température. Pour OptiBee, il n'y a pas vraiment d'option. C'est dans la balance elle-même, il y a un capteur de température. Du coup, c'est pas un capteur déporté. Après, il y a possibilité sur certaines balances, comme Connected Beekeeping, comme je crois que c'est Onibi Instruments qui propose ça, d'avoir un capteur déporté que vous venez mettre à l'intérieur de la balance. Et ça, du coup, ça fait un peu une sonde de température interne. Généralement, un capteur de température, c'est pas cher, mais après, il y a toujours la valeur ajoutée que fait le fabricant. Et pour revenir au capteur de données instruments, je parlais bien du capteur interne, hein, c'est une espèce de petit boîtier et qu'on vient placer plus proche du couvain. Si on souhaite avoir justement ces variations de température interne, voir un petit peu comment ça se passe au niveau du couvain, et ça relève aussi l'hygrométrie de la ruche, quoi. Et ça vient se placer, en effet, on peut le placer dans le cadre, entre deux cadres. Le mieux, c'est dans le cadre, hein. On fait un trou dans le cadre et on le place dans le cadre, et j'imagine qu'il correspond par Bluetooth avec le boîtier, quoi, puisqu'il n'y a pas de fil ni rien, quoi. Peut-être certains en savent plus là-dessus. Vous pouvez lever la main. Voilà. Et justement, Nicolas, puisque tu parlais euh, des réseaux, est-ce que tu peux un petit peu expliquer, enfin moi c'était ma question, hein, je me permets de poser cette question, un petit peu plus expliquer. Donc il y a GSM, 4G et j'ai vu qu'il y avait Sigfox. C'est quoi Donc, en fait, il y a deux types de réseaux. On va dire, hein, il y a trois types. Il y a la possibilité d'avoir un système où vous avez les informations en vous connectant physiquement à la balance. Ça, c'est les systèmes qui sont peu utilisés et vous n'auriez pas besoin d'abonnement téléphonique. Après, il y a un autre système qui est le système Sigfox. Ça a été un système qui maintenant devient un peu, pas désuet, mais il a été abandonné, qui est un système de communication des bas débit qui utilise les hautes fréquences en France. Et du coup, en fait, il peut y avoir des communications. En fait, vous avez besoin de pas trop de distance entre les émetteurs et les poteaux sortes de relais téléphoniques. Le souci, c'est que dès que tu as un objet, un arbre, une montagne, ces choses-là, ça va euh, empêcher la communication. Donc ça, c'est le système Sigfox. Il y a OptiBee qui fonctionne comme ça. Avant, il y avait CBK qui fonctionnait comme ça. Il y a certains fabricants qui ont décidé d'arrêter parce que Sigfox, ils sont en train d'arrêter en fait ils arrêtent de développer le système.
Alors que l'autre système, c'est le système qu'on utilise pour nos téléphones portables. Donc en fait, GSM, si vous allez en Belgique, ça veut dire téléphone portable. Du coup, c'est le même système qu'on a avec nos antennes. Avant, on avait le 2G, puis on a la 3G, 4G, maintenant il y a la 5G. Du coup, les fabricants utilisent deux technologies, la 2G qui va être abandonnée en France et la 4G. Et du coup, ça, en fait, si sur votre rucher, vous pouvez capter la 4G avec votre téléphone, si vous pouvez regarder une vidéo YouTube ou cette visio dans votre rucher, vous savez que votre balance capte. Je ne sais pas si ça répond à la question, Irène. Ok. Ben, oui. Ok. Merci. Juste pour information, on va pouvoir revenir vers vous rapidement. On est en contact avec différents fabricants de balances pour voir comment est-ce qu'on peut faire une update, une mise à jour des capaces, parce que le système 2G qui devait être arrêté en 2025 en France, ils vont l'arrêter, je crois, rapidement. Du coup, vos capaces ne fonctionneront plus. Mais si on change le module de téléphone, en gros, hein, qui va euh, passer du 2G au 4G, vous pourrez continuer à utiliser vos capaces. Il y a une main levée là? Oui, il y a Serge Joly qui voudrait prendre la parole. Ah, on n'entend pas, c'est peut-être le micro. Le micro n'est pas ouvert, hein? Ouais. C'est pour ça. En attendant, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les balances ont des zones blanches, c'est-à-dire que ça soit, pour moi, j'ai testé Capaz et Optibi, et chacune, dans certaines zones de montagne notamment, il y a des fois des endroits où ça passe pas. Donc il faut tester l'endroit. Pour Optibi, on a la possibilité de mettre une antenne plus haute qui marche dans certains cas, quoi. Mais il y a des fois des zones blanches. Oui. En attendant Serge Joly, que Serge Joly prenne la parole. Donc sur la question RGPD, vous avez répondu. En effet, et c'est vrai que la question c'était aussi, y a-t-il une garantie que les fabricants ne collectent pas les données de localisation, par exemple, hein? Le chiffre s'affiche, pardon. Ah, je pense que nous avons Serge peut-être. J'ai- Ou Nicolas, excusez-moi. Nicolas, vas-y. Peut-être que Serge, maintenant qu'on t'entend, on aimerait avoir ton intervention. Mais après, je peux peut-être répondre à la question d'Irène si tu le souhaites. Serge, on t'entend. Oui, je suis en désensibilisation des piqûres d'abeilles en ce moment à l'arrêt. C'est pour ça que je coupe de temps en temps. Non, je suis un farouche défenseur des balances connectées. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand vous dites que c'est pas cher, je suis désolé. 4 balances avec le boîtier, quel que soit le constructeur, c'est plus de 1 000 € quand même, hein. Parce que bon, on parle de balance, mais il faut parler de capteurs de couvain, il faut parler de stations météo, donc c'est du rajout à chaque fois. Et donc, au niveau tarif, c'est quand même du balèze, hein. C'est pour ça que quand j'entends l'intervenante Sarah qui me dit que c'est pas cher, je suis désolé, hein. Les balances connectées CBK qu'on a au Rucher École de Villefranche, c'est plus de 1 000 €, hein. Et il n'y a que 4 balances, hein, et que 2 capteurs de couvain. Donc, c'est pas si peu cher que ça, quoi. Je suis d'accord qu'il y a les balances pour les transhumances. Donc, quand on prend 4 sur une palette, c'est à 1 000 €. Mais j'ai dit que CBK, c'est pas cher parce qu'ils ont des options à 200. Du coup, ça peut être cher, oui, bien sûr. Ça Ouais, dépend. si tu veux travailler avec un bon rucher et qu'une seule balance, c'est pas représentatif, hein, donc. Si. Non, Bah, non, jamais de la vie. Ça, c'est une question d'habitude et de façon de travailler. En fait, au bout de quelques temps, on arrive à repérer la ruche qui est représentative. Et je vous garantis qu'au niveau professionnel, 250 €, c'est largement amorti très très vite par rapport au déplacement qu'on économise. Donc là, il n'y a pas photo, quoi, hein. C'est évident que c'est hyper rentable, quoi. Si j'avais à rajouter, le gain que vous faites sur cette ruche unique, effectivement, ne paiera pas ces 1 000 € d'investissement. Après 1 000 €, vous faites l'achat d'un beau lot de balance avec des beaux capteurs. Mais
si on se met à un rucher école, je sais pas comment vous avez de ruches sur le rucher école, mais nous, en professionnel, on a au moins 24 ruches jusqu'à, je sais pas, 60 ruches sur le rucher. Si vous faites un gain de ne serait-ce que 1 kilo par ruche, vous avez remboursé le système sur une millème. Ok, on va poursuivre, hein. Donc, il y avait aussi une remarque par rapport à vos courbes, Hervé. Il n'y avait pas en effet, de données température interne et d'humidité couvain là. Donc, je pense que vous n'avez pas de capteur interne. Non, non, on n'utilise pas ça. Enfin, peut-être à tort. Enfin, je sais pas ce que ça indique. La température du couvain, ça indique que le couvain est parti au printemps, éventuellement un essaimage, mais bon, ça honnêtement, on n'utilise pas, quoi. C'est des données qui me semblent intéressantes l'hiver pour un apiculteur amateur dans l'idée de voir un petit peu comment ça se... Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Jean-Pierre? levé. Je ne sais pas, vous m'entendez? Oui, mais c'est ça passe? Oui. Exactement. Oui, la sonde, pour répondre à la température du couvain, c'est assez intéressant tout de même, puisque le couvain, il y a homéostasie du couvain à 34 degrés, tout le monde le sait. Et c'est vrai qu'en période hivernale, quand la température baisse, il n'y a plus de couvain, donc ça permet à ce moment-là de pouvoir traiter, faire un baromètre avec un peu plus de tranquillité dans la ruche. Voilà, c'est un indicateur s'il y a ou non présence de couvain. C'était une remarque, donc pour répondre à la question précédente. Moi, j'aurais en fait une double question. La première concerne l'étude qui avait été faite par l'ITSAP il y a quelque temps sur les balances. C'était intéressant parce qu'il y avait vraiment un comparatif assez complet. Mais effectivement, c'est une étude qui date. Est-ce que vous suggérer à l'ITSAP qu'il la refasse et qu'il actualise donc pour avoir, surtout qu'en ce moment, c'est vrai que les données, avec l'intelligence artificielle, tout ça, les interfaces, ça change beaucoup. Ça, c'était une remarque. Une deuxième remarque, c'est nous, on travaille avec Serge Joly, qui est présent ici, là, qui est ingénieur électronicien et qui sait de quoi il parle et qui fabrique des balances. Enfin, je referme la parenthèse, puisqu'il y avait une question qui était posée tout à l'heure aussi là-dessus. Moi, ma question, c'est, on travaille donc avec CBK, et c'est toujours intéressant avec CBK de mesurer la performance au niveau d'une région. Alors, c'est vrai que quand on est abonné, et là, c'est un coût supplémentaire qui vient se rajouter. Nous, avec CBK, on a un abonnement rucher qui nous coûte 200 € par an, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Mais enfin, bon, c'est mutualisé et c'est au niveau d'un rucher école, ça peut passer. Ce qui est intéressant dans le CBK, au niveau de Météo Miel Performance, c'est qu'on peut regarder, on a des résultats sur les ruches qui sont, par exemple, nous on est dans l'Aveyron, donc on peut comparer ce qui est comparable au niveau d'autres ruches dans l'Aveyron, comme on peut regarder les départements voisins, du Tarn-et-Garonne, du Lot. Donc, ma question est un petit peu la suivante. CBK, on peut le faire. Est-ce qu'on peut le faire avec d'autres systèmes, justement, à pouvoir mutualiser les données et comparer ce qui se passe, j'allais presque dire à moindre coût, en travaillant en réseau au niveau de l'ADA. Alors, nous sommes une apiculture évidemment de loisirs, nous ne sommes pas une apiculture professionnelle, mais néanmoins, on a les mêmes préoccupations que vous, même si on ne transhume pas ou peu au niveau des informations qu'on donne à nos collègues. Donc voilà, j'ai parlé un petit peu beaucoup, il y a peut-être davantage de questions, mais enfin, ma question principale, c'est quand même le système de travail en réseau pour mutualiser les données et avoir des informations complémentaires. Si tu veux, Irène, je peux répondre à la question. Tout à fait. Du coup, Jean-Pierre, déjà, merci pour ta remarque. Et je pense qu'il y a peut-être, tu parles de Météo Miel. Oui. Du coup, c'est la même personne qui fait et les balances et Météo Miel, mais c'est deux solutions, on va dire, différentes. Météo Miel fonctionne avec des balances CBK, mais tu peux aussi voir avec Jérôme de CBK, c'est la même personne qui s'occupe de Météo Miel, qui te met d'autres systèmes. Si tu veux avoir les données OptiBee ou des données BigWard, elles peuvent être incluses dans Météo Miel. D'accord.
L'abonnement que vous avez choisi au Rucher École, c'est un abonnement pro, je crois, de Météo Miel. Je crois que c'est le terme qui est employé, qui en effet coûte 200 € par an, versus le 20 € par an, je crois qu'ils ont, où tu vois que ton département. Celui que vous avez utilisé, vous pouvez du coup avoir accès à plusieurs observatoires de mielés, et aussi vous pouvez donner accès à plusieurs membres. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un système collaboratif. Donc c'est vraiment une solution qui est idéale pour un groupe d'apiculteurs et du coup, ça marche très bien pour votre association. Après, si on fait le coût par personne qui est utilisateur de ce système-là, bah en fait, 200 € si vous êtes 20 membres, bah, ça fait que 10 € par an par personne. Donc, c'est quand même pas non plus extrêmement cher. C'est un coût, mais ça permet à chacun de pouvoir visualiser et d'avoir accès à cette plateforme de mise en commun et de relations. Nous, on souhaite faire un système de réseau de balance à l'intérieur du réseau des ADA, l'ITSAP, etc. Un peu comme on fait avec l'Observatoire châtaignier, mais pour l'avoir en global. C'est pas si simple à faire, mais ça peut être fait et avec des multiples modèles de balance. En fait, il suffit de savoir quelles données on nous envoie et de pouvoir faire le système. Mais c'est pas, il n'y a pas tout le monde qui le propose. Moi, je vois juste, il y a Broodminder qui ont un projet et du coup, avec leur solution d'observatoire de mielé. Et du coup, Jérôme, donc CBK, et son observatoire de mielé qui s'appelle Météo Miel. Je voulais peut-être répondre à l'histoire des RGPD. Non, il y avait une question plutôt, Irène, non? Oui, c'était par rapport au fait qu'on puisse utiliser les données de localisation des ruches, hein. Le risque voilà, d'avoir une utilisation de ces données-là, quoi. Du coup, la personne qui reçoit les données de la balance a les données du point qui lui a envoyé la donnée. Donc, si c'est un système avec GPS comme OptiBee, comme BigWard, pardon, vous avez le point GPS, mais vous, utilisateur, comme j'imagine le fabricant, et après, c'est en fonction du système. Donc, si vous avez un système Sigfox où il y a moins de maillage des réseaux Sigfox, du coup, vous avez accès à la localisation, mais plus faible. Et après, si vous avez un système 4G, il y a un peu plus d'antennes 4G autour de chez vous. Du coup, en fait, on peut avoir une précision plus forte, mais pour sûr, ils ont la précision de plus ou moins votre localisation. Après, le système RGPD, c'est plus quand vous achetez la balance, je pense que vous acceptez et vous souhaitez que les données remontent jusqu'au fabricant pour revenir jusqu'à vous. Donc, et a fortiori, forcément, ils ont les données. Après, j'imagine qu'un fournisseur de balance n'a aucun intérêt à diffuser des informations. Euh, Après, c'est dans la diffusion de l'information que ça peut être embêtant, non? Ils diffusent pas l'information. Bah, La seule j'imagine, chose qui hein. est diffusée par exemple, et vous pouvez cocher ou décocher chez CBK, c'est l'utilisation de vos données pour faire justement cet indice de mielé par département. Mais en fait, il prend tout le département et il fait un peu la moyenne des mielés de toutes les balances sur ce département-là. Et où, quand il y a des observatoires particuliers, mais souvent c'est participatif, et c'est Jean-Pierre Manger qu'en parlait tout à l'heure. Imaginons que vous avez un réseau d'apiculteurs de ruchers écoles qui se met ensemble. Et du coup, vous pouvez savoir en gros qu'est-ce que font en moyenne les balances de vos copains. Mais après, vous ne pouvez pas savoir, Jean-Pierre, il est allé sur Framboisier, il est où le point GPS de son rucher? Ça, vous ne l'aurez pas. Le véritable sujet, c'est la propriété des données, en fait. À qui appartiennent les données? Est-ce que le fabricant de la ruche a signé un engagement de confidentialité et de non-utilisation des données, par exemple pour enrichir un système d'intelligence artificielle? Voilà. Est-ce que vos données sont utilisées
par le fabricant de la balance ou pas. Vous posez la question au fabricant, j'imagine. Voilà, donc c'était une question. Ben, je pense que tout acquéreur de balance devrait s'intéresser à ce sujet. J'avais une autre question. J'ai compris que sur OptiBee, il y avait une fonctionnalité d'annotation, enfin de commentaires. On peut commenter. J'ai vu qu'il y avait une coche qui représentait des commentaires qui n'étaient pas utilisés. Donc, en fait, vous n'utilisez pas cette possibilité qui permettrait d'annoter la courbe avec les événements qui, par exemple, pose de hausse, changement de reine, les différents événements de la mielée. Bon, vous arrivez à les interpréter parce que vous avez l'habitude d'interpréter vos courbes, mais ça pourrait être intéressant, notamment dans le cadre d'une utilisation partagée avec des apiculteurs moins expérimentés, d'interpréter en fait la sémantique de toutes ces courbes et de tous ces événements. Et ces commentaires pourraient aussi être utilisés par le fabricant de la ruche, par exemple, pour annoter un système d'intelligence artificielle pour expliquer, en fait, et ça permettrait ensuite d'interpréter automatiquement ces courbes de température, de poids, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, Hervé? Oui, c'est vrai que nous, on n'annote pas. Enfin, mais d'ailleurs, c'est un petit défaut d'OptiBee, puisque sur Capaz, on peut faire des corrections et du coup, quand on pose une hausse, on retire le poids de la hausse et du coup, on a en réel le miel produit et non pas le miel produit plus le poids de la hausse, ce qui est un peu le cas sur OptiBee. Sur OptiBee, il y a un système qui permet de retirer le poids de la hausse, par exemple, mais qui me semble pas très fiable, puisque en fait, quand on a voulu tester sur l'observatoire du Châtaignier avec 5 balances, il y avait systématiquement une balance qui fonctionnait pas. Donc ça, je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui n'est pas encore au point, quoi. Mais oui, non, on s'en sert pas. C'est vrai que c'est comme vous dites, on a l'habitude d'interpréter les courbes et c'est ça un petit peu l'apprentissage de la balance. Et en fait, on apprend à utiliser notre balance en finesse et du coup, il n'y a pas besoin de mais ça prend un temps. Ça, c'est vrai que ça prend un temps. C'est un apprentissage, quoi. Ok. Serge Joly, vous voulez reprendre la parole? Pardon. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est acheter des balances connectées et ne pas savoir les interpréter, ça ne sert à rien. Donc, c'est pour ça que c'est ce que le webinaire d'aujourd'hui, et nous, à Villefranche, on a la chance d'avoir Jean-Pierre, c'est que c'est pas la peine d'acheter des balances si personne ne sait interpréter les courbes comme l'a fait Hervé dans sa présentation. Après, pour donner l'expérience du rucher école de Villefranche, on est CBK avec le réseau Sigfox. Donc, on est lié à un industriel. Et cet industriel, il nous laisse tomber parce qu'il a changé de matériel. Donc, la seule solution qu'il a trouvée pour nous, alors qu'on a acheté, il y a Jean-Pierre me contredira si c'est faux, il y a à peine 5 ans, je crois que le rucher école s'est équipé de ce matériel. Et il nous annonce déjà qu'il ne peut plus l'entretenir et que si on veut changer, il n'y a pas de problème. Il s'est trompé sur le système d'exploitation avec Sigfox, d'après ce que je comprends. Donc, il est passé en GSM. Et donc, du coup, notre matériel, il ne l'entretient plus. Donc, je pense qu'on a des problèmes aussi liés à ces industriels au niveau du suivi. Bon, comme je le mets dans le message, CBK, Jérôme, au niveau du suivi, il n'est pas bon. Il n'est pas bon du tout. Après, au niveau de l'interprétation des courbes, il faut quelqu'un qui sache faire. Moi, je pense que c'est le message qu'il faut faire passer. Et je suis un fervent défenseur. Hein. Moi, personnellement, moins j'interviens sur mes ruches, mieux je me porte. Parce qu'à la fois, je prends un risque, comme pour les abeilles, le stress des abeilles, moi, j'ai le stress d'intervention. Donc, moi, pour moi, je suis un fervent défenseur de ce système. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le tarif, moi, qui me fait peur. Moi, je suis un apiculteur amateur, j'ai 3 ruches, je n'ai pas 1400 balles à foutre dans 4 balances. Hein. Sachant que
le matériel pour fabriquer des balances. Alors, donc, je vais vous dire 4 balances avec 4 capteurs, une station météo et un boîtier donc, de centralisation des données et d'émission de données, c'est moins de 200 euros. Moins de 200 euros, hein, rien que le matériel. Hein. Bon, après, c'est sûr, il faut bricoler, il faut installer un logiciel dans le boîtier et il faut fabriquer un applicatif sur téléphone ou sur PC portable. Mais il faut quand même savoir que le matériel, c'est moins de 200 euros. Je ne conteste pas les industriels, mais le problème, c'est qu'ils nous tiennent, quoi. Et après, le système CBK, on paye, nous, un abonnement pour que Météo Miel nous donne des informations. Et on paye aussi un autre abonnement à 240 euros pour avoir les autres infos des autres apiculteurs. Donc, je veux dire, CBK est bien gentil, quoi. On paye 2 fois pour avoir la même information. Donc, moi, je suis pas... J'ai quand même des réserves vis-à-vis du matériel fait par les industriels. Donc, c'est pour ça, je ne sais pas quoi vous dire de plus, mais là, on a une mauvaise expérience à Villefranche avec cet industriel. Ok. Je ne sais pas si Hervé veut répondre par rapport à ça et si, en termes d'abonnement, du coup, il y a un coût particulièrement élevé. Le problème qui est soulevé, c'est un vrai problème, quoi, hein, c'est-à-dire du matériel désuet au bout de quelques années d'utilisation, c'est pas très normal, quoi. Après, vu à la vitesse où évoluent les choses en termes d'électronique, de miniaturisation, etc., je pense que d'ici 10 ans, nos balances seront complètement différentes, quoi. Et c'est probable qu'on va tout changer, quoi. Hélas. Il n'y a pas de garantie sur la durée comme ça, de dire quand un industriel propose un type de balance, si après le système est désuet, il est un peu... il pourrait proposer une garantie par rapport à ça. Si je peux me permettre, du coup, c'est un peu comme si on achète une voiture. Du coup, si vous avez acheté une voiture GPL, parce que vous pensiez que c'était la technologie et le fabricant de voitures aussi hein, qui était bonne, mais que du coup, demain, vous n'avez plus de station GPL. Si vous voulez faire changer le moteur pour passer à un moteur diesel ou essence, et ça va vous coûter de l'argent, c'est sûr. Et là, c'est un peu le cas. Là, il y a le Sigfox, ils étaient dans la dynamique et ils ont historiquement voulu développer ce système Sigfox et qui est tombé en désuétude, très peu utilisé, etc. Mais du coup, maintenant, il y a de moins en moins de Sigfox et c'est pas dit que ça soit périn dans le futur. Donc, si aujourd'hui vous aviez à investir dans une technologie, personnellement, j'investirais pas dans du Sigfox. Par contre, tous les petits jeunes, les milléniums qui utilisent leur téléphone portable, les systèmes GSM 4G, à mon avis, il a de l'avenir. Au moins, comme dit Hervé, pour les 10 prochaines années, quoi. Aussi, peut-être un point, Serge, si c'est de Jérôme que vous appelez un industriel, Jérôme, il est apiculteur, hein. C'est pas un industriel. Je suis surpris de la remarque. Et un autre point, si vous avez les capacités de développer des balances, il y a beaucoup de systèmes open source qui ont essayé d'être développés, des groupes qui ont essayé de créer des balances, un système pour rendre l'autonomie aux apiculteurs de faire eux-mêmes leurs balances. Et ben en fait, ils ont vraiment besoin. Du coup, s'il y a des compétences chez vous en domotique, des compétences en informatique pour créer tous ces systèmes d'application, il y a des Open Labs, je crois que ça s'appelle Open Scale. Il y a des ingés un peu de Toulouse qui ont tiré dessus, etc. Ils ne demandent que des gens, que de l'aide pour pouvoir créer cette solution, pour faire dans des Fab Labs les réglettes, etc. Il y a tout qui est disponible sur Internet. Vous avez juste à faire émerger ce groupe et puis créer si ça coûte que 200 euros la solution, je serai le premier à diffuser ça auprès de nos adhérents et l'utiliser moi-même. Et pour continuer sur les questions, donc il y avait quelque chose, une remarque par rapport au fait sur les courbes Hervé à un moment donné, il n'y a pas de hausse, pas de variation à la hausse par rapport à du nourrissement sirop candy. C'est peut-être tout simplement parce qu'il n'y avait pas de nourrissement.
Nous, on nourrit très peu. Enfin, on nourrit les essaims au printemps pour qu'ils se développent, quoi, mais c'est tout, quoi. Ou après, éventuellement famine, quoi, mais ça n'a pas été le cas cette année. Nous, la stratégie, c'est, on a la chance d'être extrêmement mobile. Et en fait, par exemple, pourquoi on a transhumé en Camargue plutôt que de laisser les ruches en montagne? Parce qu'on sait qu'en montagne, on va perdre sur 20 jours, on va perdre 4-5 kilos et que le développement va pas être top, alors qu'en Camargue, par exemple, la courbe va se stabiliser, et on aura des apports de pollen qui vont faire que les ruches auront un développement harmonieux et au top, et que ça les prépare déjà au mois d'août à l'hivernage de l'automne, quoi. Donc on préfère jouer la mobilité plutôt que de jouer le nourrissement. Et il y avait une remarque aussi qu'en octobre, en garrigue, la mielée peut être aussi très abondante sur l'inule visqueuse, en plus du lierre. Moi, j'avais une question. Du coup, le lierre, vous en avez rentré pas mal. Vous en faites quoi derrière, puisqu'il n'est pas exploitable? Les abeilles arrivent à le remanger au printemps quand même. On stocke les hausses, c'est un boulot un peu pas terrible. On est obligé de stocker les hausses tout l'hiver pour les reposer sur les tôt au printemps, et effectivement, elles arrivent à grignoter ce miel qui est dur comme du béton, quoi, mais avec de l'humidité, elles arrivent à le manger. Ok, merci. Martha, as-tu vu autre chose que j'aurais Je pense zappé? que nous avons fait le tour des questions, sauf erreur de ma part. Il y a Jean-Pierre qui demande la parole. Ah, Oui, je coupe le micro. Je vais revenir un peu lourdement peut-être. C'est vrai que nous sommes un rucher école, donc on cherche à faire de la pédagogie, à partager. Nous sommes une apiculture de loisirs, alors nous ne sommes pas adhérents de l'ADA. Alors ça, c'est le préambule pour dire que vous avez des résultats avec vos ruches sur châtaigniers, il y a tout un réseau qui se constitue. Comment peut-on directement ou indirectement être associé à ce réseau pour avoir des résultats? Voilà tout simplement la question. Alors, c'est un peu lourdain comme question, je sais. Autrement dit, est-ce qu'on peut avoir des résultats gratuitement, quoi, en fait? Moi, je vous inviterai à adhérer à l'ADA. Vous êtes pas le seul rucher école. Vous serez parmi beaucoup de ruchers écoles à adhérer à l'ADA. Là, Comment vous ça? parlez de l'observatoire de Balance Châtaignier, mais il y a beaucoup d'autres choses que propose l'ADA, une veille technique et scientifique, un appui en région. Par exemple, Martha pourrait vous aider pour à la faire une journée, campagne faire des comptage, par comptages, exemple. etc. Sur le Varrois, il y a un observatoire il y a un observatoire des pratiques, il y a de l'aide de partout. Par contre, mon salaire, il n'est pas gratuit. Bon, D'ailleurs, on est bien d'accord là-dessus. Je salue Martha d'ailleurs qui est venue au Rucher École une fois, Bonjour. avec beaucoup de bonheur, là, c'est très bien. Non, mais voilà, on met des sous pour donner à Jérôme Alphonse, on peut en mettre à l'ADA. Après ça devient une conversation privée, je rentrerai en contact avec vous pour voir comment on peut cotiser et être associé à l'ADA, quoi. Par contre, non, de mais toute façon, je vous invite à regarder, parce que là, il y a l'observatoire de miel et lavande. Vous y avez accès gratuitement sur Internet. Et l'idée, et Sarah, corrige-moi si je me trompe, mais c'est de créer quelque chose de similaire avec l'Observatoire Châtaignier. Et du coup, vous ne pourrez pas contribuer à l'Observatoire. Néanmoins, vous pourrez avoir une visibilité sur les courbes de mielet des ruches. Et ça, notre but, c'est de le mettre à disposition du public via un site Internet. Ça, c'est en lien avec l'ITSAP et le réseau des ADA. Donc, c'est pas juste l'ADA Occitanie. Néanmoins, je vous invite encore à réfléchir à devenir adhérent à l'ADA Occitanie. Après, si c'est les résultats de l'Observatoire Châtaignier qui vous intéressent, comme a dit Nicolas, franchement, moi là, les courbes, je peux vous les envoyer par mail, mais c'est pas que ça. Enfin, on sort des articles, il y a des conférences au séminaire, j'organise un webinaire en janvier. Enfin, il y a un observatoire, enfin, de plusieurs mielés, il y a un suivi de mielés sur les balances qui est mis en place. Enfin, vraiment, si c'est juste une courbe, je vous l'envoie, hein. Mais il y a beaucoup plus, vraiment beaucoup plus de choses à voir. Pour moi, mon avis est peut-être un peu biaisé parce que c'est mon travail, mais ça vaut le coup d'y adhérer.
Il y a un Donc- commentaire comme quoi la DAF fait un super boulot cette année avec l'Observatoire Châtaignier. C'était fort utile à refaire. Merci. Je, Très bien. je peux- Et aussi, Jean-Pierre. je peux reprendre la parole brièvement, là aussi. Je ne doute pas du travail de l'ADA, je suis tout à fait admiratif d'ailleurs des ingénieurs qui y sont présents, etc. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas photo. Le rucher école de Villefranche, je le dis parce que Serge Julie, tout à l'heure, qui est intervenu, nous avons créé un partenariat avec le lycée technique, c'est une parenthèse, mais qui est quand même intéressante, et c'est pour ça que peut-être l'ADA pourrait être associée de près ou de loin. Nous avons créé un partenariat, Serge Julie a créé un partenariat avec le lycée technique de Decazeville, à savoir Serge Julie fabrique les balances, il sait faire. De même que François Fisser, qui est sur ce réseau-là en ce moment, il sait faire aussi. Ingénieur professeur à l'école des mines, il sait faire. Ce qui a été demandé à Decazeville, c'était de faire les programmes informatiques du software, le traitement des données et les applications. Alors, c'est en cours, c'est une information que je vous donne. Bon, mais voilà, il peut y avoir un travail collaboratif, un petit peu de tout le monde dans ce sens-là, y compris avec la DAF, c'est ouvert. Mais je laisse Serge développer le sujet parce que c'est lui qui est maître d'œuvre. Voilà. Merci. Ok, merci. Bon, le temps tourne. Oui. Je pense Je pense que s'il n'y a qu'on plus de questions, voilà, on va en finir ici. Je voulais vous remercier Peut-être, les uns Roger. les autres. Ah, pardon. Serge Joly, vous vouliez prendre la parole? En tout cas, je vous remercie tous pour votre participation et puis les réponses données aux interrogations. Ce que je propose aux participants, c'est si vous avez des questions complémentaires, c'est de nous les poser. Enfin, vous pouvez me les poser ou les poser à Martha et on fera suivre voilà, aux personnes compétentes. Et du coup, bon, j'imagine pour les ruchers écoles, les applis de loisirs, notamment sur l'interprétation des courbes, parce que ça a été soulevé tout à l'heure. C'est vrai que l'interprétation des courbes pour un apiculteur de loisirs, c'est important parce qu'on a des résultats, mais on ne sait pas toujours ce qui se passe dans notre ruche. Donc voilà, je comprends qu'il puisse y avoir des questions aussi là-dessus. Et si jamais, ben, n'hésitez pas à nous contacter par rapport à ça. En tout cas, moi, je vous remercie tous et toutes, toutes et tous plutôt. Et puis j'espère que voilà, ça aura été apporté un bon début de réponse à l'utilisation des balances connectées. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, n'hésitez surtout pas, les participants, à nous contacter si besoin. Merci. beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée. Merci tout le monde. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.